Bien éveillé, ne pas se laisser rattraper par la digestion. Et donc, c'est maintenant Laurent qui va intervenir sur le thème de la conscience en sciences, en biologie et en physique. À toi, Laurent. Nous sommes toutes oui, toute confiance. Donc, merci. Donc, on va faire un grand voyage cet après-midi sur Interconscience. Avec, on va voyager peut-être un petit peu moins haut que ce matin avec Roger. Et je vais partir un petit peu de la science. Et quand on parle de conscience, inévitablement on pense au cerveau. Donc je vais parler d'abord du cerveau. Après, je vais parler de la conscience sous un aspect un petit peu nouveau, qui est la physique. Mais même en parlant du cerveau, inévitablement, je vais venir sur des concepts de physique. Donc la conscience, pour la plupart des gens, c'est un produit du cerveau. Et on peut dire que quand on parle de conscience, on va parler de comment la matière crée la conscience. En science, c'est le thème un petit peu général qui existe. Et quand on va parler de cette matière, on va l'associer inévitablement au cerveau. Donc avant de parler de la conscience et du cerveau, je vais juste faire un petit point sur le cerveau. Donc le cerveau, qu'est-ce que c'est? C'est une structure gélatineuse qu'on a dans la tête qui... je vais faire ça là-dessus. Donc avec un bulbe rachidien, un cervelet. Et le cerveau perçoit le monde par des sens. Donc il va y avoir 5 sens au niveau du cerveau. Et ces 5 sens vont avoir un regard sur le monde. Et vont percevoir une réalité, ou on peut dire peut-être qu'ils vont percevoir la réalité, mais que les informations que les sens vont récupérer vont être récupérées dans le cerveau. Il va y avoir un grand calcul. Le cerveau, c'est un ensemble de neurones. C'est a priori l'objet un des objets les plus complexes que les scientifiques ont étudié. Il y a 100 milliards de neurones. Et à chaque neurone est associé 3 ou 4 cellules qu'on appelle cellules gliales qui vont nourrir le cerveau tout autour. Et chaque neurone est associé à 10 000 autres neurones. Et donc en fait, il y a une connectivité très très importante. Et le nombre de connexions qu'il peut y avoir dans le neurone est plus important que le nombre d'atomes qu'il y a dans l'univers. Et donc le cerveau, donc avec ses sens, observe, on va dire, une réalité. Une réalité. Et par cette connectivité, il va y avoir un calcul. Les neurones sont un petit peu comme l'ordinateur, ils vont calculer sur une base binaire, 0, 1. Donc soit ça passe, soit ça passe pas. Et en fait, ils vont récupérer de l'information et il va y avoir un calcul qui va sortir. Et de ce calcul, il va y avoir une représentation du monde. Donc là, on est dans une réalité, et là, on va être dans une représentation qui est un modèle, en fait. Et, en fait, nous sommes dans le modèle. Ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous percevons, ce que nous sentons, ce que nous touchons, ce que nous goûtons, c'est un modèle qui a été calculé par le cerveau. Et tout ce que l'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on écoute, c'est un modèle. Et donc nous vivons dans une réalité, une autre réalité que la réalité première, qui est ce modèle. Donc nous ne percevons pas a priori la réalité, nous ne voyons pas la réalité, nous n'entendons pas la réalité. Et donc l'homme, mais pas que l'homme, en fait, compte tous les organismes qui ont a priori
un cerveau ou des cellules nerveuses, vivent dans un modèle qui leur permet de représenter l'environnement dans lequel ils sont. Donc là, nous ne sommes toujours pas dans la réalité, nous sommes dans un environnement. Et cet environnement dans lequel on va pouvoir se mouvoir n'est pas la réalité. Donc c'est une base importante pour le début de comprendre qu'est-ce que c'est que le cerveau. C'est un organe qui calcule, qui récupère des informations d'une réalité et qui construit un modèle, un environnement dans lequel nous vivons, qui n'est qu'une représentation d'une réalité que l'on ne connaît pas. Et donc nous sommes là. Donc il faut savoir qu'en fait compte, il y a deux mondes, deux réalités. Il y a un monde de l'avant, en quelque sorte. Teilhard de Chardin va parler du monde du dedans, par exemple. Et il y a un monde du dehors. Et nous vivons dans ce monde du dehors. Nous percevons ce monde du dehors. Et donc pour la science actuelle, la conscience est produite par le cerveau. Comme la bile produit le foie, on suppose que le foie produit la bile, on suppose que le cerveau, qui est matière, va produire c'est un lapsus révélateur de la conscience. Et donc l'hypothèse de base vraiment de la science, c'est que c'est la matière qui produit la conscience, et que la matière qui est cerveau ici va produire de la conscience. C'est la science qui dit ça? Oui. Oui, c'est le modèle de base de la science, c'est que la conscience est produite par le cerveau. Donc dans cette hypothèse-là, il n'y a que des organismes vivants qui ont un cerveau ou un complexe de neurones important qui vont pouvoir produire de la conscience. Mais jusqu'à très récemment, Roger disait il y a une vingtaine d'années, on pensait qu'il n'y avait que l'homme qui avait une conscience et une intelligence. Et en fait, depuis quand même, on va dire 3 décennies, on comprend que l'homme n'a pas l'apanage de la conscience, il n'a pas l'apanage de l'intelligence, et que, en fait, alors qu'il s'était créé un petit peu une séparation entre l'homme et l'animal, que Darwin avait, avec son modèle de l'évolution darwinienne, en quelque sorte cassé, même si Darwin avait cassé cette séparation entre l'homme et l'animal, toutes les neurosciences maintenaient toujours encore cette séparation. Des études scientifiques sur les sciences cognitives. Aujourd'hui, on peut dire que cette rupture est faite, qu'il n'y a plus de séparation si importante que ça, du point de vue de la conscience et d'une intelligence même embryonnaire chez l'animal, et que l'homme n'est plus sur son piédestal sur lequel il s'était mis, piédestal qui était mis du point de vue de la vision religieuse, où l'homme était vraiment supérieur aux animaux et il pouvait appréhender Dieu, ou du point de vue de l'évolution, où l'homme était au bout de l'évolution matérielle, avec le vivant, et l'homme était au sommet, et où les hommes étaient en dessous. Maintenant, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une continuité entre l'animal et l'homme, et que l'homme partage la conscience avec les animaux et une intelligence, sauf même si elle reste parfois rudimentaire chez l'animal, que ce soit l'intelligence ou la conscience. Donc ça, c'est important de percevoir ce premier postulat, c'est de se dire qu'il y a deux réalités. Quand on étudie les cerveaux, inévitablement, on se dit qu'il y a deux réalités. C'est qu'il y en a une avant et une après, et que nous vivons dans un modèle. Donc moi, je me suis toujours intéressé à la science et la spiritualité. J'ai toujours essayé de faire des ponts entre les deux. Alors c'est vrai que tout ce que je dis, c'est un peu plus les conclusions que j'en tire que le discours scientifique lui-même, qui s'arrêterait assez rapidement. Et si je vous parlais du discours scientifique, on n'irait pas bien loin. Donc ça, c'est le premier postulat de base, deux réalités. Et l'hypothèse de la science classique, qui est que la conscience produit, le cerveau produit la conscience.
quand il n'y a plus de cerveau, il n'y a plus de conscience. Donc quand il n'y a plus de cerveau, il n'y a plus de conscience. Quand on détériore le cerveau, on détériore l'intelligence et on détériore la conscience. Alors aujourd'hui, un des modèles les plus développés sur la conscience, c'est le modèle de Gerhard Edelman, qui a été prix Nobel de physiologie en 1973. Et lui, il a vraiment travaillé sur le cerveau, sur les groupes de neurones. Et ce qu'il propose vraiment, c'est la connectivité des neurones entre eux et le calcul qui se fait au sein du cerveau qui produit la conscience. Alors qu'est-ce qui se passe? On a un cerveau, je vais le faire en rond, c'est plus facile. On a des groupes de neurones. Et donc ces neurones sont ouverts sur cette réalité. Et avec les sens, on récupère des informations. Et ces groupes de neurones vont calculer. Donc c'est les sciences cognitives. Hein. Donc on a des informations vers l'extérieur, ABC. Et en fait, il va y avoir un calcul, donc c'est une fonction mathématique qui va calculer ce qui est vu, qui va produire quelque chose d'autre. Ici, B va être calculé par cette fonction, et on va avoir un résultat. Et le C, il va y avoir une fonction qui va calculer ce C, et on va avoir un autre résultat. C'est la même fonction ou c'est des fonctions différentes en fonction des groupes neuronaux. Aujourd'hui, on sait qu'il y a différentes aires au niveau du cerveau. Les aires visuelles, les aires cognitives, les aires sensitives. Et donc, chaque groupe de neurones va travailler sur une fonction bien précise. Et donc, d'un résultat, il va y avoir, d'une information initiale, va avoir un résultat. Donc là, si j'ai marqué Z, c'est vrai que j'écris peut-être un petit peu petit. Z, X, W. Donc ça, c'est le fonctionnement de base du cerveau. Et ce que nous dit Gerhard Edelman, c'est que cette fonction, en fait, existe depuis des centaines de millions d'années. Alors, dans ce livre, il ne va pas jusqu'au céphalopode, mais il parle des poissons, tout simplement. En disant les premiers cerveaux élaborés, c'est les poissons, il y a 300-400 millions d'années. Mais là, on parle que d'un calcul primaire. Et en fait, quand on parle de conscience, inévitablement, on va penser à son inverse, l'inconscient, et on va penser à l'autoconscience. Et ce qu'il dit, c'est qu'en fait, la conscience, il peut y avoir des animaux qui n'ont pas de conscience, mais que la conscience primaire va être issue d'un calcul des calculs. Donc là, on a un résultat, A qui s'est transformé en B, mais ce Z, en fait, il va pouvoir être recalculé par un autre groupe de neurones. Et donc, la première représentation du monde va être recalculée, réinterprétée, qui va donner une deuxième niveau de réalité, en fait. Et il propose, en fait, que ce retournement, alors il faut peut-être que je prenne des couleurs, il propose, en fait, que ce retournement du calcul dans le cerveau, qui va recréer en quelque sorte une deuxième représentation. Donc là, je vais peut-être parler de Z. Tout à l'heure, on va dire que c'était 0. Là, on va parler de Z1, X1 et W1. Et qu'en fait, la conscience se calcule avec cette réinterprétation du premier modèle de base. Donc là, on a une réalité dont on n'a pas trop accès, une représentation du monde, et cette représentation du monde va être recalculée. Et pour lui, c'est cette connectivité, ce recalcul qui crée la conscience. Donc la conscience émerge à partir du moment où il y a un recalcul des informations du cerveau. Donc ça, il appelle la conscience primaire, et donc il suppose que cette conscience primaire a émergé il y a 300 millions d'années. Donc là, en fait, il supprime la séparation qu'il y a entre l'homme et l'animal, en disant que la conscience, vraiment, existe depuis très très longtemps. Sauf que quand on parle de conscience, ce n'est pas forcément l'autoconscience. Nous avons la particularité d'être conscients d'être conscients. Les animaux aussi, en fait, on s'est aperçu, certains animaux ont cette capacité d'autoconscience. Et donc ça, c'est le test du miroir qui va faire qu'on sait si les animaux sont autoconscients ou pas.
À partir du moment qu'un animal se voit dans un miroir, qu'il se reconnaît en tant qu'individu dans ce miroir, c'est qu'il a autoconscience de lui-même. Chez l'homme, cette autoconscience chez l'homme apparaît à 8 mois à peu près, quand l'enfant a 8 mois. Et aujourd'hui, on sait que les dauphins, les éléphants, les corbeaux, les perroquets ont cette autoconscience. À mon avis, les éléphants l'ont aussi. À mon avis, les baleines l'ont aussi, mais c'est difficile de faire le test du miroir. Les tortues ne l'ont pas. Les gorilles. J'ai une tortue chez moi, quand elle rentre à la maison, elle va tout le temps se cogner dans le miroir qui est à son niveau, parce qu'elle veut agresser le mâle, c'est une tortue mâle, et elle se jette sur le miroir pour agresser l'autre tortue dans le miroir. J'ai beau lui dire que c'est elle, ça ne veut pas. Ou alors je ne tortue pas évoluer. Avec un peu d'éducation, peut-être que tu peux. Oui, mais je lui explique que c'est elle, que c'est pas Mais la bon, peine. on parlera des tortues directement. Donc ça, ce recalcul crée la conscience. Donc en fait, c'est-à-dire qu'en fait, ceux qui n'avaient pas cette conscience étaient inconscients. En fait. Donc il y a vraiment une base. Au départ, au départ, en fait, il y a une inconscience qui est due au calcul de base du cerveau. Après, s'il y a un recalcul de ces informations qui repassent par le cerveau, il va y avoir la conscience. Et ensuite, si en fait compte ces informations sont recalculées dans le cerveau à nouveau, donc on va avoir une représentation de la représentation du monde. Donc on refait une double boucle, c'est la cybernétique tout simplement, on reprend la même chose pour le recalculer. On va avoir une autre nouvelle représentation, ça va être un nouveau monde qui va apparaître, où là, dans ce nouveau monde, qu'est-ce qui se passe? J'existe. Et donc ça, c'est l'autoconscience. Donc il y a ici 3 mondes, l'inconscient. Il y a 3 mondes dans l'environnement dans lequel on vit. Et l'environnement dans lequel on vit, c'est celui-là, c'est pas le monde initial. C'est pas la réalité primordiale, c'est la réalité que l'on crée soi-même. Donc on va dire qu'il y a 3 mondes dans cet environnement classique. Un monde inconscient, un monde de conscience et un monde d'autoconscience. Donc ici, c'est l'autoconscience. Donc le modèle de Gérard Lehmann est vraiment quand même assez intéressant, parce qu'il supprime cette suprématie de l'homme par rapport à l'animal, et il propose que la conscience, en fait, est héritée depuis longtemps, et qu'en fait, il y a toute une histoire de la conscience qui se fait en même temps que l'histoire de la matière, et que, de même qu'il y a une histoire de l'évolution de la matière et des organismes que nous a montré Darwin, il y a aussi une évolution de la conscience, qui est aussi vieille, et qui nous fait passer d'un monde d'inconscient, de conscience, à l'autoconscience. Donc il faut avouer que le modèle de Gérald Lehmann est quand même pas mal. Je crois qu'il a eu 2 prix Nobel, mais bon, il a écrit plein de livres qui sont vraiment très très bien là-dessus. Mais dans tous les cas, pour lui, la conscience, c'est un produit de la matière. Produit de la matière qui est un produit de l'interconnectivité et des calculs sur des calculs qui ont lieu au sein du cerveau. Après, il y a des scientifiques en France comme l'homme neuronal, c'est Jean-Pierre Changeux. Jean-Pierre Changeux, pour lui, on n'est qu'un résultat des neurones. Donc l'homme a une conscience qui est vraiment le produit des neurones, et il n'y a rien d'autre à côté. Et puis je ne pense pas qu'il parle des animaux, de l'inconscience. Et bon, l'Allemagne, c'est quand même très très bien. Et après, en fait, il y a de nouveaux modèles qui sont apparus. Et ces nouveaux modèles qui sont apparus, qui sont par exemple Roger Penrose, qui est un mathématicien, et puis Sir John Eccles, qui est un neurologue, eux, ils vont faire appel à la physique pour proposer l'émergence de la conscience. Sinon, il y a un Français qui s'appelle Gilbert Chauvet,
Lui, en fait, compte, il propose qu'effectivement, c'est l'interconnectivité qui crée la conscience, mais en fait, compte, il dit qu'à un moment donné, cette interconnectivité va créer un champ autour, et que c'est un champ physique. Et donc, il dit qu'en fait, compte, la conscience, même si elle est issue du biologique, elle rentre dans le monde physique, dans la physique. Pure et dure, la physique, c'est les ondes, il y a une séparation entre la biologie et la physique. Et donc, ce qu'il propose, c'est que, bien que ce soit issu du biologique, en fait, compte, c'est un pont entre la physique et la biologie. Mais avant de vous parler des deux chercheurs qui sont Roger Penrose et Kels, qui ont parlé de cette association entre physique quantique et conscience, il faut vous parler un tout petit peu de physique quantique. Et après, j'en parlerai bien plus. Donc la physique quantique, c'est la physique des quantas. Le quanta, c'est la plus petite partie d'énergie. Au départ, on pensait qu'il y avait une continuité dans les quantités d'énergie, et que ça allait de 0 à 1. Si là je mets la quantité d'énergie, la quantité ici, et là je mets par exemple le temps, et que je vais rajouter de l'énergie petit à petit, quand on parle de continuité, au départ il n'y avait rien, et puis si j'ajoute, ben, il y a une augmentation qui se fait de façon continue. Et en fait, compte, on s'était aperçu en étudiant les atomes, les particules, qu'il n'y avait pas une continuité dans l'énergie. Ça, c'est la quantité d'énergie, E. Mais qu'il y avait des paliers. Et donc, au départ, il y avait ça comme énergie. Après, tout d'un coup, on passe à ça, on passe à ça, on passe à ça, et on passe à ça. Et à chaque fois, c'est un quanta d'énergie qui est augmenté à chaque fois. Donc, on passe de palier en palier sans continuité, et il y a une discontinuité dans l'énergie. Et la découverte de ça a fait qu'en fait, on a découvert tout un comportement de la matière qui était assez étonnant. C'est ce qu'on appelle la physique quantique ou la mécanique quantique. Et en fin de compte, les physiciens ont découvert qu'il y avait en quelque sorte deux mondes. Qu'il y avait un monde quantique et un monde classique. Le monde quantique, c'est le comportement des particules dans le monde microscopique, donc dans vraiment des dimensions qui ont lieu au niveau de l'atome ou de quelques atomes. Et le monde macroscopique, c'est le monde dans lequel nous vivons. Donc nous, quand on regarde la vie autour de nous, qui est, je précise toujours, qui est ce monde-là, cet environnement calculé a priori du cerveau, on voit qu'il existe un monde ordinaire. La matière n'est pas étrange, on bouge une bille de billard, si on est bon mathématicien ou physicien, si on connaît sa vitesse, on connaîtra son emplacement à un temps plus tard. Mais la mécanique quantique, en fait, nous montre une particule. Si vous avez des questions, à un moment donné, si vous lâchez complètement, n'hésitez pas à lever le doigt et dire là, j'ai pas compris. Donc ici, en fait, on est dans le monde des particules, j'ai envie de dire des boules de billard. Donc ici, on est vraiment dans le billard, une boule de billard, qui est le monde classique. Et en fait, ici, dans la mécanique quantique, on a découvert que c'était un monde d'ondes. Donc la particule, elle se caractérise par une onde. La différence, elle est flagrante, c'est que quand on est une boule de billard, on est dans un endroit bien précis à un moment donné. Quand on est une onde, on est dans un espace. On est dans différents endroits à la fois. Donc l'onde, elle est comme ça. La boule de billard est là. Et en fait, la mécanique quantique a permis de découvrir que toute particule avait un double aspect. Un aspect local, qui est le monde ordinaire dans lequel nous vivons, et un aspect global, où en fait, la particule a la possibilité d'être à plusieurs endroits à la fois. Et ce comportement, en fait, entraîne presque une dématérialisation de la matière. Donc quand on dit que quelqu'un est matérialiste, en fait, c'est quelqu'un qui était matérialiste avant la mécanique quantique. Parce qu'aujourd'hui, si on est matérialiste, on sait que la matière n'existe pas, que la matière, elle est onde, et qu'elle est globale et non locale. Donc aujourd'hui, le matérialisme pur et dur, ça ne devrait pas exister. Il a des boules.
L'ancien système solaire. Et donc voilà. Et alors qu'est-ce qui se passe? En fin de compte, ici, il y a un monde d'unité. Ici, les particules, elles sont en interconnexion les unes avec les autres, même à différents endroits de l'espace. Il y a ce qu'on appelle l'intrication de la matière. L'intrication de la matière, c'est-à-dire qu'à partir du moment que deux particules sont entrées en contact, il faut savoir que notre matière est cosmique, c'est-à-dire que tous nos atomes ont été créés, pour la plupart, au moment du Big Bang, pour ce qui est hydrogène. Et pour toutes les molécules plus lourdes, on a été créé au cœur des étoiles. Au cœur des étoiles et aussi au moment des supernovas. Donc, notre matière est vieille. Pour la plupart, elle a 14 milliards d'années. Elle a été créée avec l'hydrogène au moment du Big Bang. Et pour les 10% autres, elle a été créée au cœur des soleils ou au moment de la mort des soleils. Donc nos particules, en fait, elles ont été en contact avec toutes les particules d'hydrogène il y a 14 milliards d'années. Elles ont été en contact les unes avec les autres. Toutes nos particules un petit peu plus lourdes ont été en contact les unes avec les autres au moment de leur création par la fusion au cœur des soleils, au cœur des étoiles. Et après, pour les plus lourdes, c'est au moment des supernovas. Donc nos particules, notre corps cosmique, en fait, de par la mécanique quantique, nos particules sont en relation avec les particules avec lesquelles elles étaient en contact il y a 13 milliards d'années, ou 10 milliards d'années, ou 5 milliards d'années. Et à partir du moment qu'elles sont en contact, les particules réagissent comme si elles étaient une seule et même particule. Pour elles, il n'y a pas de différence. Donc en mécanique quantique, on découvre l'unité du monde. Et ce n'est pas une unité spirituelle, c'est une unité matérielle. C'est-à-dire du point de vue matériel, matérialiste, elles échangent des informations et nos particules de matière sont en relation avec les particules de l'univers presque tout entier, au fin fond de l'univers. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'étonnant. Et donc là, on est vraiment dans le monde de l'unité. Alors c'est dommage parce que j'ai pas de gros... si, ça marche comme ça. Ici, on est dans l'unité. Ça marche. Et là, on est quelque sorte un petit peu dans la séparativité. Donc il y a, on va dire, deux physiques. Il y a un monde de séparativité apparente. C'est le monde de l'extérieur, le monde a priori objectif. Et il existe un monde du dedans. Et ce monde du dedans, c'est un monde de l'unité. Et en fait, quand les particules sont dans le monde quantique, à un moment donné, il y a un passage qui se fait du monde quantique au monde classique. Parce que quand la particule est potentiellement partout à la fois, à un moment donné, elle va se comporter dans le monde classique en étant dans un endroit bien précis. Et donc il y a un passage qu'on appelle l'effondrement de l'onde du paquet d'ondes. De quoi? Comment? Le paquet d'ondes, c'est ça? L'effondrement du paquet d'ondes. Oui, je sais le terme exact. Là, la fonction d'onde. C'est la fonction d'onde. Ouais. Qui va faire que la particule qui va vivre dans son unité va passer un petit peu dans le monde ordinaire de la séparativité et le monde classique. Et donc il y a un passage comme ça qui se fait de la particule. Alors pour revenir au cerveau, en fait, il y a des chercheurs qui se sont dit on ne va pas rester du point de vue physiologique avec notre vision biologique qui est complètement dépassée par rapport au monde de la physique quantique. Inévitablement, pour comprendre le monde, il faut intégrer cette physique quantique dans le monde biologique. Et pour comprendre la conscience, peut-être qu'il faut intégrer ce phénomène-là. Je vais revenir après sur la physique quantique parce qu'il y a un facteur important dont je parlerai tout à l'heure. Et donc, il y a justement Penrose qui est un mathématicien. Lui, en fait, ce qu'il propose, c'est que la conscience se crée dans les microtubules, je vais vous expliquer ce que c'est, dans les microtubules des neurones. Donc les neurones, ce sont des cellules avec un axone et puis des dendrites, comme ça. Donc il y en a 100 milliards. Et à l'intérieur des cellules, de toutes cellules assez complexes, que ce soit les cellules végétales, les cellules animales,
donc pas que les cellules du neurone, il y a une structure interne qui est créée par les microtubules. Les microtubules vont donner une architecture à la cellule, une architecture interne, et en même temps, donc c'est des microtubules, on peut imaginer que c'est des petits tubes, donc ça va donner une structure à la cellule, et en même temps, ça va être comme des rails sur lesquels des molécules vont pouvoir circuler d'un endroit à l'autre dans la cellule. Donc une cellule, c'est pas une bouillie informe, c'est vraiment une petite usine beaucoup plus compliquée que nos usines, où il y a plein de compartimentation, plein de circulation de molécules, et à la différence de nos usines, il faut comprendre que c'est une usine qui est en renouvellement perpétuel. C'est-à-dire que, imaginez une usine, aujourd'hui, les murs sont comme ça, les machines sont comme ça, mais en fait, une cellule, c'est une usine où en même temps, on va changer les briques des murs, on va changer les pièces de la machine. C'est une usine en renouvellement perpétuel. Et donc, ces microtubules, ça fait partie de la vie de renouvellement perpétuel des cellules. Et en fait, c'est très, très, très petit. Et à partir du moment qu'il y a un espace très petit dans le biologique, le petit nous fait penser au comportement microscopique des atomes. Et c'est se dire que peut-être qu'ici, justement, il y a le passage, c'est tellement petit, le passage d'une réalité quantique à une réalité classique. Et donc, au sein des microtubules des neurones, John Eccles propose qu'en fait il y a le passage de cette réalité quantique qui propose éventuellement que ce soit une réalité auquel on n'ait pas accès par nos sens. Ouais. Et qu'il y a un passage d'une réalité, donc peut-être quantique, à la représentation d'un monde, et que ce passage se fait au moyen de la conscience qui serait créée dans ces microtubules. Et en fait, c'est l'ensemble de cette activité quantique qui aurait lieu dans le cerveau qui créerait une conscience unifiée de l'ensemble de ces cellules. Et cette conscience unifiée permettrait un comportement cohérent de l'organisme qui a ce cerveau. Donc, ensemble de petites réalités quantiques qui fait passer d'un monde quantique à une réalité qui serait produite au sein de ces microtubules. Et donc, ce serait une représentation du monde qui serait créée au sein des phénomènes physiques qui ont lieu dans ces petites structures du cerveau. Alors, il y a une critique importante qui se passe, c'est qu'on dit, oui, mais les microtubules, il y en a dans les cellules végétales. Donc, pourquoi est-ce que ce serait dans le cerveau et pas chez les végétaux? Sauf que le cerveau, c'est la structure la plus complexe qu'on ait à étudier. Il y a 100 000 milliards de cellules qui sont connectées, donc je l'ai dit, c'est l'interconnexion de ces petits calculs qui font passer du quantique au classique, qui créent une conscience unifiée au niveau des organismes supérieurs. Donc ça, c'est une proposition d'un mathématicien. Et après, il y a la proposition de Sir John Eccles, qui est un neurologue. Lui, il a eu le prix de physiologie en 1963. Et lui, ce qu'il propose, en fait, c'est un petit peu différent, c'est qu'en fait, je vous ai dit qu'il y avait des contacts entre les neurones, et ces contacts de neurone en neurone, on appelle ça des synapses. Et ces synapses, à l'intérieur des microtubules, c'est un organe, c'est un espace très 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 petit, où il y a des échanges d'atomes, où c'est justement les neurones qui calculent du 1 avec leur mathématiques binaires. Et il propose en fait que la conscience se crée au sein du synapse. Et donc c'est le synapse, l'ensemble des synapses, qui va faire passer d'une réalité quantique à une réalité classique, et qui va permettre, par ces calculs, de créer une conscience qui va permettre de créer une représentation du monde. Donc voilà. Alors après, on peut parler d'un autre, il y a Jojo McFadden. Donc l'activité du neurone, c'est des activités électriques. Ça passe ou ça passe pas, et c'est vraiment de l'électricité qui se passe entre les neurones. Et l'électricité est en rapport avec le magnétisme. La force électromagnétique et la force électrique, c'est deux aspects d'une même force. Et donc il y en a qui proposent qu'en fin de compte, l'activité électrique du cerveau
produit un champ magnétique. Et donc au-dessus du cerveau, il y aura un grand champ magnétique qui serait créé, et que ce serait dans ce champ magnétique que serait inscrit la mémoire, les informations qui sont captées par les neurones, par les sens, et que la conscience, en fin de compte, serait dans ce champ magnétique. C'est leur point de vue, quoi. Oui. Alors, on ne peut que se satisfaire, je trouve, de chercheurs en biologie, comme parfois il y a des mathématiciens, Ça, c'est des tests, qui hein. utilisent la nouvelle physique, la mécanique quantique, qui l'appliquent à la biologie pour proposer des hypothèses sur la conscience. Alors je dis bravo. Bravo, mais ensuite c'est des hypothèses, et pour dire que la conscience est issue du cerveau, il y a encore un grand chemin à faire. Un chemin encore important. Donc c'est vraiment très bien de voir ces modèles. Pour démontrer. Oui. On peut le dire, mais on ne peut pas le démontrer. Bon. Oui, d'accord. Donc c'est des modèles quand même qu'il faut dire bravo, mais bon, on n'est pas arrivé au résultat. Alors au niveau de la biologie, je vais m'arrêter là. Je reviendrai après sur le cerveau. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que la biologie et la physique, moi j'y connais rien dans tout ce qu'il raconte, là je découvre à 100%, donc je suis très heureuse. Biologie et physique, C'est deux mondes différents. Oui, hein, c'est deux mondes différents, c'est tout ça. Parce que ce qu'ils disent dans physique, c'est valable dans les cellules, j'imagine. C'est les biologistes qui ne se sont pas mis à jour du point de vue mathématique et du point de vue des données physiques. Ils n'ont pas intégré le renouvellement des connaissances. Ils restent sur leur monde de fonctionnement physiologique, biochimique, sans intégrer, à part cela, qui propose l'intégration de la physique. Oui. Mais sinon, le monde biologique est resté un petit peu arriéré par rapport à sa vision réductionniste et mécaniste. Ils n'ont pas intégré cet apport de la physique quantique, à part quelques pointes qui proposent des modèles ici au niveau de la conscience. Peut-être que la confusion peut venir du fait que si on pense à corps physique, on peut dire que c'est cette histoire, la biologie c'est le corps physique. C'est peut-être ça qui fait le croissant, la confusion. Car là, on parle de la biologie comme la science de la biologie et la science de la physique, comme on fait de la physique en sixième. Oui, mais c'est ce à quoi je faisais référence. C'est pas le corps physique. J'ai compris. Ces deux mondes ont du mal à se rejoindre, les physiciens et les biologistes, c'est ce que j'avais perçu. Alors qu'au final, ils étudient la même matière, sous un angle différent. Oui, mais la science est faite de corpus différents, de la physique, de la mathématique, de l'informatique, de la génétique, et chacun a des concepts un peu différents. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je connais personne qui est capable de faire une synthèse de toutes ces connaissances-là. Ce serait un génie parce que... Alors je vais revenir un petit peu sur la physique quantique. Donc il s'est passé quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'en fin de compte, on s'est aperçu que le passage du monde quantique au monde classique, donc de l'onde corpuscule, et pour que ça se fasse, il fallait un observateur, ou il fallait une mesure. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les physiciens, s'ils observent une onde, ils vont essayer d'observer cette onde, mais dès qu'ils vont l'observer, en fin de compte, elle va se transformer en particules. S'ils font une mesure avec leurs appareils, l'onde va passer de l'onde à la particule. Et donc ce qu'on dit, c'est qu'il faut un observateur ou une mesure pour que le passage se fasse de l'un à l'autre. Donc du monde quantique, qui est un monde assez extraordinaire, où il y a une unité entre toutes les particules, une intrication, et ce monde classique dans lequel nous vivons, où il y a une séparativité apparente. Et qui dit mesure, qui dit observation, donc là, il faut une mesure physique, par exemple, ou une observation. Alors je vous propose un autre mot qu'on pourrait mettre derrière cette mesure, derrière cette observation. La partie tête. Une conscience. Une conscience. La partie tête. Ah, la particule.
Et donc il y a donc ça fait partie d'une des écoles de la mécanique quantique qui propose que c'est la conscience qui permet la réduction du paquet d'ondes et le passage d'un monde, on va dire, immatériel à un monde concret. Et quand on parle de monde concret, inévitablement, on va parler de matière. Et donc, en fait, c'est la conscience qui va permettre la création de la matière. Mais en fait, s'il y a conscience, il y a matière, et s'il y a matière, il y a conscience. En fait, les deux deviennent intriqués et inséparables l'un de l'autre. Parce que s'il n'y a pas de conscience, on va rester dans un monde immatériel. Dès qu'une conscience apparaît, la matière apparaît. Donc les deux deviennent indissociables. Matière et conscience. Donc ça c'est une proposition en mécanique quantique. Il y a des physiciens, vous leur parlez de ça et ils jettent ça aux ordures, ils ne veulent pas en entendre parler. Et bien sûr, il faut avoir une vision un peu spiritualiste pour proposer cette hypothèse. Et c'est Eugène Wiener qui a proposé ça dans les années 50. Donc là, moi je parle sur cette hypothèse-là, qu'effectivement, ça correspond bien à ce que propose l'enseignement d'Alice Bailey et les enseignements spirituels. C'est que pour qu'il y ait matière, il faut qu'il y ait une conscience. Et pour qu'il y ait une conscience, il faut qu'il y ait une matière. En fait, il faut que les deux soient inséparables. Et donc ça, on arrive en fait sur une nouvelle vision du monde où il y a une inséparabilité entre conscience et matière. Sauf que dans une vision spiritualiste, on va dire qu'il manque quelque chose, parce que quand on parle de conscience, on va peut-être mettre quelque chose derrière cette conscience. L'âme. L'esprit, l'âme, la vie. Donc, en fin de compte, il y a peut-être une trinité à laquelle il faut penser. Et donc, ce serait la vie, la conscience, la matière. Or là, on n'est plus dans la vision scientifique, mais c'est dans une vision que je vous propose suite aux lectures d'Alice Bailey. C'est qu'il y a derrière une conscience, il y a une vie qui s'exprime, et que, inévitablement, quand la conscience apparaît, elle observe un potentiel, qui est le potentiel quantique. Et le fait d'observer ce potentiel va faire émerger une possibilité, et ça va faire apparaître la matière. Et donc, il y a une conscience, une matière, et que derrière, il y a une vie. Mais cette vie, ce n'est pas une vie biologique, bien sûr, c'est une vie qui est en relation avec l'être, et qui est indépendamment de la biologie. Ah oui, alors au niveau de la physique, justement, il y a des modèles très très intéressants qui intègrent justement cet aspect conscience. Et en France, il y a eu Jean Charron, sauf qu'il est parti faire des recherches au Canada. Il est mort en 1991. Et Jean Charron a associé en fait la conscience à la matière. Et ce qu'il propose dès le départ, donc en intégrant la mécanique quantique, c'est de dire que à chaque particule est associée une conscience. Donc là, on va appeler une particule de matière un corpuscule. Et à partir du moment qu'il y a un corpuscule, qui va s'exprimer dans un monde, on appelle ça le monde réel. Alors, c'est la réalité que l'on construit nous, c'est le monde réel. Et que, inévitablement, il y aura une conscience, et que la conscience, c'est le regard de la particule sur le monde. Donc, en fait, il y a un œil qui observe. Et en fait, cette conscience est à l'interface entre ce monde réel et un monde imaginaire. Alors, quand il parle de monde imaginaire et de monde réel, il parle de mathématiques, des mathématiques complexes. Les mathématiques complexes, en fait, ça a été inventé au XVIIe siècle, je crois. Et d'habitude, quand on élève un nombre au carré, on a un nombre positif. Et le mathématicien qui a inventé les mathématiques complexes
s'est dit, bon, on va inventer une mathématique. Quand on élève un chiffre au carré, on aura un nombre négatif. Et donc ça a été le nombre imaginaire, i. Et donc i au carré est égal à moins 1. Et en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, les physiciens découvrent le monde grâce aux mathématiques. C'est parce qu'il y a des mathématiciens qui inventent de nouvelles mathématiques que les physiciens vont avoir de nouveaux outils pour explorer le monde et que ça va leur faire apparaître de nouvelles réalités. Ah, ça c'est le rayon 5 là qui s'exprime. Non mais j'essaie de me mettre dans la peau d'un scientifique. Dans le cerveau d'un scientifique. C'est des outils, hein, une mathématique. À un moment donné, ils sont bien reliés aussi là-haut. Donc, ah oui, bien sûr. Quand ils sont dans ces recherches, je les imagine, mais la puissance qu'il doit y avoir. Lui, il a fait la créativité. Hein, je sais, Ludovic, tu sais qui a inventé les mathématiques complexes? Je pose la question aux mathématiciens. Je suis en train de chercher. En fait, c'est fait par étapes. Le I, c'était CEF qui l'a donné, mais avant, c'était fait, mais non pas nommé, ils sont servis comme outil pour résoudre des équations de troisième degré, en fait. C'était des nombres interdits avant. Oui. Parce qu'on n'avait pas le droit de ça, en fait. Donc, sur le coup, mais ils se sont rendus compte que ça fonctionnait. Oui, en fait, on n'avait pas le droit d'avoir un nombre. En fait, parce qu'on l'a trouvé non pas en disant que i carré égale moins 1, mais on prenait la racine carrée d'un nombre négatif. En fait, la racine carrée de 25, c'est quel est le nombre qui au carré donne 25, donc c'est 5. Et pour faire des opérations, ils ont été obligés de prendre la racine carrée de moins 25, ce qui était impossible en fait. Donc ils se sont dit, bon ça ça marche pas, mais quand je me permets de faire cette opération qui est impossible, au bout d'un moment avec les calculs ça simplifie, ça me permet d'obtenir un résultat qui est cette fois-ci un nombre qu'on connaissait déjà, et quand je reprenais ce nombre dans l'équation du début, j'obtiens vraiment le résultat, c'est bien quelque chose. Donc je faisais quelque chose qui apparaissait comme étant interdit en mathématiques, mais qui me permettait de toujours tomber sur un résultat qui était efficace et qui fonctionnait. Donc on s'est rendu compte que cet élément qui était interdit devait avoir une réalité mathématique parce que ça donnait toujours le bon résultat. Ça ne donnait pas une temps de temps en temps le bon résultat, ça donnait tout le temps le bon résultat. À partir de là, on s'est dit que ces nombres qui ont été appelés imaginaires existaient en soi vraiment, même s'ils étaient issus d'imagination de manière à résoudre un problème mathématique. Voilà, en fait, ah non, c'est une réalité en fait. Après, c'est le problème de Platon. Est-ce que les maths sont des outils et des inventions humaines ou est-ce que ça existe? Donc, c'est un point de vue. Ce n'est pas celui de Platon, ce n'est pas le mien et ce n'est pas celui de la majorité des mathématiciens qui ont fait beaucoup de mathématiques. Le principe, en fait, pour les mathématiciens, j'avais entendu un médaille fixe qui expliquait que la table, elle est devant toi en fait. On considérait que c'est un outil, mais tu ne vas pas passer à travers. Tu es obligé de faire le tour. En mathématiques, il y a des choses, en fait, tu peux inventer ce que tu veux, il y a des choses que tu ne passeras jamais à travers. Donc ça veut dire que pour lui, ça avait autant de réalité que la table. Donc à partir de là, c'est Laurent Schwartz, c'est juste médaille fille des années 60. Non mais je veux dire, c'est l'équivalent du prix Nobel, quoi. Donc c'est le monsieur mathématique des années 60, même si maintenant il est décédé. Donc voilà, moi je ne fais que retracer et transmettre ses dires. Merci. Désolé. On va lancer sur les maths. Jean Charron. Maintenant, vous savez, ne me lancez jamais sur les maths. Donc Jean Charron. On te lance souvent sur les maths. Ah ben, quand vous voulez. Mais après, vous subissez les conséquences. Jean Charron propose qu'en fait, donc, à chaque particule correspond une conscience. Et que cette conscience donc, lui donne une connaissance sur le monde. Donc la conscience est en rapport avec la connaissance. C'est en rapport avec l'information. Donc en fin de compte, la particule, en connaissant le monde, va accumuler de l'information. Va accumuler des données. Et ces données vont lui permettre de gagner des degrés de liberté, de la liberté dans le monde, dans son comportement. Donc ces données vont faire une représentation du monde, même au niveau de la particule, et vont lui permettre de se comporter dans le monde, de se comporter avec plus de liberté. Donc Jean Charron propose que dès la particule, en fait, il y a une évolution qui donne une connaissance sur le monde, une représentation, un comportement et de plus en plus de liberté. Il donne un degré de liberté à la particule, en fait. Il parle de degré de liberté pour la particule. Degré de liberté, c'est-à-dire qu'elle a le choix. Oui. Elle peut faire des choix. Elle peut faire des choix. Et donc,
Sauf qu'en fin de compte, elle a un domaine d'accumulation de données en son sein qui va lui, en fin de compte, quand ça va être complètement plein, quand l'espace dur va être rempli, un nouveau monde d'informations va pouvoir être, d'espace à l'intérieur va s'ouvrir. Et donc, à un moment donné, la particule va, quand ce sera saturé, il y a un nouvel espace qui va rentrer, qui va faire que la particule va avoir encore un regard plus grand sur le monde, un comportement plus libre, une liberté plus importante. Et que, palier par palier, en quelque sorte, la particule, elle va grandir en espace d'information, et donc elle va grandir en connaissance sur le monde, grandir en comportement, grandir en liberté. Et donc il y a une évolution de la particule dans la matière qui se fait au moyen de la conscience. Et ce qui dit, c'est qu'en fin de compte, au départ, la particule, c'était des minéraux. Donc en fin de compte, il va y avoir un comportement minéral. Après, dans notre monde, on observe l'apparition des végétaux. Ah, mais tu veux dire que la particule grandit non pas en elle-même, mais par agrégation avec d'autres particules. Oui. Voilà. En elle-même aussi. Mais en elle, du coup, en elle-même aussi. Oui. Parce qu'elle s'associe à d'autres particules. Oui. J'aime bien cette. Après, plus la particule va être libre, en fin de compte, elle va se comporter de façon plus indépendante, donc il y aura les végétaux. Après, ce qui propose éventuellement que le prochain palier d'information lui donne un comportement animal. Et après, il propose l'humain. Et puis, après, pourquoi ça s'arrêterait au stade humain? Est-ce qu'il n'y aurait pas un stade au-delà du stade humain qui permettrait un comportement en unité et en conscience avec le monde et avec la réalité quantique? Parce qu'en fin de compte, inévitablement, ici on est dans le domaine de séparativité en quelque sorte, mais à un moment donné, plus notre connaissance sur le monde grandit, via la conscience, en fin de compte, est-ce que ce n'est pas notre conscience qui va nous permettre de passer dans le monde d'avant? Donc lui, il n'associe pas la conscience au cerveau, mais ce qu'il propose, c'est qu'en fin de compte, à un moment donné, notre conscience, qui est indépendamment du cerveau, puisqu'elle est associée à chaque particule, va grandir en conscience et va nous donner connaissance sur la réalité, qui est la réalité quantique. Je peux poser une question? Bien sûr. Quand vous avez parlé de mathématiques et de nombres négatifs, oui. Ce qui m'est venu, c'est que, en fait, quand on regarde... Non, reste là. Quand on regarde la représentation du modèle, le cerveau, il est fait avec sa représentation du modèle, donc il ne sort pas de là. Donc en fait, les nombres négatifs, c'était pas dans ce modèle. Et quand il a été chercher l'explication que donnait Ludo, moi, comme je l'ai vu, mais dis-moi si ça peut être envisageable, c'est comme s'ils allaient chercher le moins 1 du côté de la réalité, d'abord, puis qu'ils ramenaient ça du côté du modèle pour faire grandir ou faire bouger le modèle, quoi. Parce que le modèle, il n'avait pas trop envie qu'il y ait le moins 1. Tu vois? Ça dépend de la liberté qu'il y a ici, ça dépend de... Par rapport à la liberté des particules, ce qui me venait aussi au fur et à mesure de ton exposé, c'est comme si on allait chercher les informations dans ce que tu appelles la réalité, qui est donc... Alors, pour Jean Charron, j'ai l'impression que c'est un petit peu le contraire. En fait, donc si, c'est ça. Hein? Tu vois, puis ça se grandit, du coup, il y a une évolution de la conscience, quelque part, des particules. Donc là, ce serait le monde imaginaire, et en fait, on aurait un monde de représentation qui est le monde réel. C'est ça. Et donc, Jean Charron était un lecteur de Teilhard de Chardin, et donc il avait intégré en fait, dans son modèle l'évolution de la conscience associée à l'évolution de la matière. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a repris le modèle d'Einstein de la relativité générale, et il a utilisé les mathématiques complexes pour faire une théorie générale complexe dans le sens mathématique, en partant des recherches d'Einstein. Je crois qu'il est mort en 91, il n'a pas pu complètement accomplir ses recherches. En France, actuellement, il y a un chercheur indépendant qui s'appelle Emmanuel Ransford. Emmanuel Ransford, lui, il propose d'associer à chaque particule une psyché. Et il dit on ne pourra pas comprendre l'unité entre le monde quantique et le monde classique, parce qu'actuellement, il y a 2 comportements totalement différents. On n'arrive pas à faire les ponts entre ces 2 visions physiques différentes. Et lui, ce qu'il propose, c'est pour faire ce pont entre le monde quantique et le monde classique, il faut ajouter la psyché à la particule. Donc quand on dit psyché, on pense conscience. Et ce qu'il propose, c'est qu'en fait, chaque particule
à un monde du dedans, et que dans ce monde du dedans, c'est la psyché qui se trouve dedans. Comme le blanc d'œuf, un œuf, quand on regarde un œuf, s'il est blanc, il y a quelque chose d'invisible qui est intérieur, qu'on connaît bien, c'est le jaune d'œuf. Et ce qu'il propose, c'est que chaque particule a cet intérieur, ce dedans qu'on ne connaît pas, et qui est la partie psychique de la particule. Et c'est que quand cette partie se réveille, et là, qui dit particule psychique, dit liberté et dit choix. À un moment donné, la particule, elle a le choix entre passer à droite ou quand elle est onde, en fin de compte, elle passe par un chemin. Si on met un mur avec une fente, ou deux fentes, si on lance cette onde quantique, à un moment donné, elle va faire un choix. Soit je passe dans la fente à droite, soit je passe dans la fente de gauche. Vous imaginez un mur avec deux trous, on fait passer une onde, l'onde va avoir un choix entre passer à droite ou à gauche, et la particule a fait un choix. Donc, du point de vue de la mécanique quantique, il y a vraiment un choix qui se fait, et ce choix, ce que nous dit Emmanuel Ransford, c'est que cet aspect psychique. Et donc, dans tout ce modèle, il dit il faut ajouter, pour comprendre le fonctionnement de la matière dans sa totalité, il faut ajouter cette partie psychique. Et là, il va parler d'holomatière. Holo, ça veut dire tout. Et donc là, on va comprendre ce qu'est la vraie matière. Et la vraie matière, c'est une holomatière qui a un aspect matériel, corpusculaire, et un aspect psychique. Et donc, Ransford, il fait des conférences actuellement, et le problème, c'est que c'est un chercheur indépendant. Et donc souvent, à partir du moment où on est chercheur indépendant, on n'a pas de reconnaissance dans le monde scientifique classique. Ça fait pas tout à fait une heure, mais presque. Donc là, je vais revenir sur le cerveau. Et en fait, aujourd'hui, dans le milieu médical, il se passe quelque chose, c'est qu'il y a des appareils très sophistiqués qui sortent et on peut faire des opérations qui étaient inconnues et impossibles il y a quelques années. Des gens qui ont des tumeurs dans le cerveau, on peut refroidir le cerveau jusqu'à 16 degrés et enlever la tumeur au sein du cerveau. Et Jean-Jacques Charbonnier a décrit justement des cas d'expérience de mort imminente de personnes qui se faisaient opérer du cerveau. Quand le cerveau est froid comme ça, il n'y a pas d'activité sensorielle. Qui dit pas d'activité sensorielle veut dire pas de vision, pas de toucher, pas de son, d'ouïe. Et pourtant, il y a des personnes qui étaient dans cet état-là, qui sont sortis de ce coma artificiel, qui ont vu, qui ont entendu, qui ont bougé, qui ont voyagé, et qui ont rapporté ce qu'ils ont vu, entendu, et qui correspondait à ce que le médecin avait vu, ou la personne qui était dans la pièce voisine, etc. Donc ce qu'elles avaient vu, entendu, n'était pas une illusion, c'était pas un rêve, c'était la réalité. Donc la question se pose, comment une personne qui a un cerveau complètement endormi, qui n'a plus aucun sens de disponible, peut voir, entendre et se déplacer. Et donc avec les successions d'expérimentations, ce qu'il propose dans son dernier livre, c'est l'existence d'une conscience extraneuronale. Alors il l'appelle même conscience intuitive. Conscience intuitive extraneuronale, parce qu'en fait, beaucoup de personnes qui ont eu des expériences de mort imminente rentrent, parfois, dans un monde d'unité et de connaissance totale. Elles connaissent tout de la vie des gens qui sont autour d'eux, tout de leur passé, tout de pourquoi elles sont malades. Et en fait, on comprend qu'elles sont rentrées dans un monde d'unité. Donc, dans cette réalité sous-jacente à notre réalité, et qui est un monde d'unité. Et donc, vu les cas des expériences, donc, il propose vraiment cette hypothèse. Comment il s'appelle déjà ? Jean-Jacques Charbonnier. C'est un anesthésiste. Pas tout je crois. Donc bien sûr, il est encore pris pour un fou par ses collègues. Aucun n'est pas seul. On a aux États-Unis, un neurologue aux États-Unis qui a vécu ça aussi. Oui. Il l'a écrit. Donc aujourd'hui, avec les expérimentations, les projets techniques, on peut vraiment dire ça c'est un fait, c'est une expérience, ça a été répété, on ne peut pas le rejeter, il se passe vraiment quelque chose auquel la science jusqu'à maintenant n'avait pas eu accès. Et donc aujourd'hui, on peut faire l'hypothèse, de par ces expériences, d'une conscience extraneuronale intuitive. Et quand il fait son modèle, en fait, il parle bien de cette conscience
qui est l'interface entre un individu, on va dire conscience intuitive. Alors pour nous, quand on parle de conscience intuitive, inévitablement, on pense à l'âme. Hein. Et ce qu'il dit, c'est qu'en fait, il y a une conscience universelle au-dessus, qui est la conscience universelle. Alors, je ne crois pas qu'il parle de conscience individuelle, je ne sais plus quel est le terme dont il parle, mais l'idée, c'est ça. Et donc, en fait, il y a une interface entre un monde de connaissance et d'unité totale, qu'on peut mettre en relation avec Dieu dans les spiritualités, le grand horloger cosmique. Cette conscience intuitive qui peut avoir de temps en temps, dans certaines conditions, accès à cette conscience individuelle, intuitive. Et puis à un moment donné, quand on retombe dans notre état normal de vie, en quelque sorte, on est dans notre séparativité habituelle, et on est dans notre petite conscience individuelle. Donc ça, c'est Jean-Jacques Charbonnier. Et ce dont je peux parler maintenant, c'est les cas des voyages hors du corps. Aujourd'hui, à Genève, il y a Delphine Destiolaz qui a étudié le cas d'un Français qui fait des voyages hors du corps à volonté, il fait ça assez facilement. Il s'appelle Nicolas Fraisse. Et ils l'ont étudié en laboratoire. Et donc en laboratoire, le protocole, c'était, voilà, tu es dans cette pièce-là. Dans la pièce d'à côté, on va ouvrir un ordinateur. Et il y a une image qui va apparaître sur l'écran. Une image au hasard parmi un stock de 20 images. Donc tu vas sortir de ton corps, aller dans la pièce à côté et nous dire quelle est l'image que tu vois. Donc ils ont fait ça en contrôle. Ils n'ont pas fait beaucoup d'expérimentations, je crois qu'ils en ont fait 40. Sur les 40, il y en a 33 qui ont échoué. Alors pourquoi ça a échoué? Parce qu'en fait, tout simplement parce que Nicolas, une fois décorporé, soit il n'a pas réussi à se décorporer, soit quand il s'est décorporé, il n'a pas réussi à aller dans la pièce à côté, ou s'il était dans la pièce à côté, il n'a pas réussi à regarder l'écran d'ordinateur. Mais il y a 7 fois où il a réussi à se décorporer, à aller dans la pièce d'à côté et regarder l'écran d'ordinateur, et les 7 fois, c'était 7 fois la bonne image. Donc ça, c'est un début d'expérimentation qui va continuer. Ouais, si tu permets, pour une mise à jour Oui. Du cas Nicolas Fraisse, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Voyage aux confins de la conscience, donc de Sylvie Destiolaz et d'une autre personne. J'ai oublié son nom parce qu'ils sont co-auteurs. Ils racontent toutes les expériences qui se sont déroulées sur plus d'une dizaine d'années, je crois maintenant. Voilà. Et quand tu dis il y a eu une quarantaine d'expériences, il y en a 7 qui ont marché, il me semble, pour avoir lu le livre, que par la suite, en fait, les expériences fonctionnaient systématiquement. Donc je pense que c'était dans les premiers temps qu'ils avaient affaire à des échecs, mais ensuite, ça avait vraiment très très bien fonctionné. Charles Fourier. Charles Fourier et Sylvie Destiolaz. Merci. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'en fin de compte, dans des conditions contrôlées, dans des expérimentations qui sont répétables, parce que dans le domaine scientifique, souvent ce qu'on demande, c'est quelque chose qui soit répétable. C'est qu'une personne a connaissance en conscience de quelque chose qui est hors de son corps, hors de son cerveau. Et donc ça suppose deux cas, soit c'est sa conscience qui se délocalise de son être et qui s'agrandit, qui a accès à ce qui se passe à côté, soit de sa conscience qui se détache de son cerveau et qui voyage. Mais ça, c'est quand même intéressant de savoir qu'aujourd'hui, de nouvelles expérimentations contrôlées, de nouvelles méthodes de chirurgie, fait qu'on a accès à des cas qui ont tendance à montrer qu'effectivement la conscience n'est pas associée au cerveau, n'est pas produite par le cerveau, mais qu'indépendamment du cerveau, il y a une conscience qui existe, et qu'en fin de compte, le cerveau ne pourrait être que tout simplement un récepteur d'une conscience individuelle, d'une conscience intuitive, et que cette conscience, en fin de compte, nous permettrait d'avoir accès à un monde d'unité. C'est la réalité auquel nos sens ont peut-être accès, mais que le cerveau, par son calcul, nous fait perdre. Oui, justement, tu parlais du calcul, mais en fait, le cerveau, c'est la calculette. Sa calculette. Mais c'est pas celui qui utilise la calculette. Oui. Hein? Donc,
c'est la machine, quoi. Hein. C'est la machine, c'est pas l'utilisateur de la machine. Alors, je pourrais arrêter là, mais je voudrais faire quand même une réflexion sur la conscience et les matières. Donc, en physique, en fait, on montre que la particule est associée à une conscience. Donc, à chaque particule, à chaque système, on pourrait dire, qu'un système est associé à une conscience. Ce système est observé. Mais en fait, chaque système est associé de sous-systèmes. Et en fait, il y a un système est fait d'éléments plus petits. Et souvent, ce système est un élément dans un élément plus grand, eux-mêmes faits de sous-systèmes, et que celui-ci fait partie d'un système plus grand. Donc là, on rentre un petit peu dans une théorie très simplifiée de la théorie générale des systèmes, sauf qu'un système, c'est un ensemble de matières. Et on pourrait supposer, en fait, qu'à différents systèmes est associé différentes consciences. Et que, par exemple, si on parle ici de conscience pour celui-ci, on va parler de conscience. Ici, on pourrait avoir une subconscience, une conscience plus petite, auquel il n'aurait pas forcément accès cette conscience. Et ici, il pourrait y avoir une supraconscience. 1, 2, 4, 5, 6. Et qu'en fait, il y a différents états d'observateurs, puisque la matière apparaît avec un observateur, et qu'un observateur est associé à un système de matière, et qu'en fait, qu'à différents états de matière va correspondre différents états de conscience, et qu'à différentes matières va correspondre différentes consciences. Donc ça, c'est dans une vision plus générale, où on va pas parler de la conscience, mais on va parler de la conscience et des consciences, et que aux différentes consciences est associée différentes matières. Ça, c'est pour une réflexion plus large. Ouais. Et puis bon, je crois que j'ai dit à peu près ce que je voulais dire. Alors, merci beaucoup Laurent. Est-ce que vous avez des questions à lui poser, sachant qu'ensuite on va faire une petite pause et ensuite on va revenir pour rediscuter, faire la synthèse. Et puis je vais me permettre de rajouter aussi tout ce qu'a exposé Laurent sur la science dure. Je vais rajouter peut-être pendant 5 minutes un petit aperçu de ce que dit la science molle, qui est une autre expression du rayon 5. Et à partir de là, ça nous permettra peut-être un peu plus de faire émerger une synthèse. Donc nous ferons après la pause. Mais dans un premier temps, avez-vous des questions déjà? Des questions, des observations, des prises de conscience par rapport à ce que vient de dire Laurent? Oui, j'en ai une. Il y a des physiciens comme Philippe Guillemont, par exemple, qui mettent la conscience dans le vide et pas dans la particule. Est-ce que tu peux t'exprimer là-dessus? Je reprendrai simplement ce qu'a dit Roger tout à l'heure. Par rapport au modèle scientifique, non. Et c'est que justement, le vide se trouve justement entre la vie, qui est le triangle dessus, et la matière. Et que c'est le vide qui est là, qui est la conscience qui observe et qui va faire que cette matière elle va se concrétiser. Et donc, le vide quantique, se trouve la conscience. Et inévitablement, quand il y a un vide quantique, il y a un potentiel énorme. Et donc, en fait, ce vide, il n'est pas vide, il est plein. Il est plein de cette potentialité où tous les possibles peuvent se faire. Et c'est la conscience qui va sélectionner, en fait, quelque chose qui va se concrétiser dans la matière. Et donc, ça permet d'ajouter qu'en fait, la matière ne peut se concrétiser qu'au moyen de la conscience. Ils sont associés entre les deux. En fait. C'est vraiment entre. Est-ce que ce vide correspond au trou noir en astronomie? Alors, je ne pense pas, parce que le trou noir, c'est vraiment la densité extrême de la matière. Oui, c'est une condensation. C'est une condensation extrême de la matière. Et que cette condensation extrême de la matière attire tout.
elle attire tout à elle, la lumière, la matière. Et donc ce qui est supposé, c'est qu'en fait, ces trous noirs, ce sont des portes vers d'autres univers. Mais bon, là, je ne saurais pas en dire plus que ça. Ouais. Merci. Et les scientifiques parlent aussi des trous de verre, qui sont des petits trous pour passer d'un état à un autre aussi. C'est pas une connerie que je raconte. Ah, Roger, il parle des trous de verre. C'est troublant, mais c'est. C'est comme si on pouvait passer avec. Justement, à travers des espaces-temps, justement. Des espaces-temps et à travers. Voilà. Et donc, c'est peut-être la conscience qui fait ces trous. Noir ou blanc? Plutôt blanc. Y a-t-il d'autres questions? Moi, je voudrais savoir ce que Roger pense des cas dont on parlait il y a quelques minutes, où les gens sont dans une pièce et interceptent l'image sur l'ordinateur dans une autre pièce. Pour lui, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? C'est peut-être pas dans le cerveau. Oui, ils ont voilà, je voudrais savoir ce que Roger pense de ça. Comment il le comprend. Je sais pas comment vous dire. Je le comprends exactement comme si en méditation, je rentre en contact avec un plan subtil, avec l'âme, et il y a un autre contact qui se fait. Mais ce qui se passe exactement, je saurais le dire, quoi. Moi, je mettrais bien cette faculté comme quand on rêve. Quelque part, quand on rêve, c'est comme si on quittait notre corps. Et là, justement, c'est comme s'ils rêvaient de façon consciente. Hein, ils sont conscients qu'ils peuvent quitter leur corps. Donc, c'est une faculté qui est que les chamans ont eu, tout ça, à une certaine époque, quoi. Hein. C'est pas d'aujourd'hui, ça. Hein. Mais moi, je l'associerais bien au principe, tu vois, quand tu rêves, tu fais des choses à un certain niveau, mais tu n'es pas toujours conscient quand tu le fais. Alors que là, ils peuvent, quelque part, aller voir ce qui se passe ailleurs. C'est comme s'ils pouvaient, à travers, quitter leur corps physique, sans, mais tout en étant rattachés à, et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Mais le rêve, c'est quand même par rapport à l'inconscient de chacun, puisque ça s'interprète. C'est une certaine, on peut pas... certaine forme d'évolution, quoi, de capacité. C'est peut-être pas donné à tout le monde, mais... En fait, est-ce que ta question était Et justement, je voulais après compléter en te demandant, dans le livre Aux confins de la conscience, alors quelle conclusion est-ce que l'auteur tirait de tous ces phénomènes? Alors, la conclusion est que positivement, il est possible d'être conscient en dehors d'un cerveau physique. C'est ça. Et c'était le sens en fait de toutes ces recherches pour ces chercheurs. Ils ont trouvé un expérimentateur d'exception, ils en ont cherché d'abord beaucoup, et ils ont fini par sélectionner 4 individus, et sur les 4, ils en ont retenu qu'un qui avait des capacités exceptionnelles. Donc cet individu, Nicolas, avait la possibilité vraiment de sortir de son corps à volonté, et pour pouvoir vérifier qu'il s'agissait bien d'une sortie hors du corps, ils lui ont placé des électrodes pour enregistrer son activité cérébrale. Ça n'est pas raconté en fait dans le livre qui se concentre uniquement sur l'aspect psychologique de la question. Mais les électrodes ont montré que son activité cérébrale était minimale et que le constat de cette activité ne permettait pas de justifier l'ensemble des informations dont il était porteur à son retour. C'est-à-dire que ce n'était pas un électroencéphalogramme. Là, il y avait une petite activité alors qu'il était en dehors de son corps, mais cette petite activité n'était pas l'activité de la conscience telle qu'on la connaît quand on enregistre des informations.
Donc il enregistrait des informations Pas dans le cerveau. qui n'étaient pas cérébrales. Ça, c'était leur conclusion. Et pour l'expérimentateur, donc Nicolas, pendant qu'il sortait de son corps, c'était vraiment cette sensation en fait qu'il avait, et il exprimait qu'il voyait son corps à distance, qu'il passait à travers un mur, qu'il se retrouvait dans une pièce et qu'il avait la possibilité de percevoir en fait effectivement ce qui était projeté sur ces pièces, sur les murs de la pièce. Il y a des aspects qui sont très intéressants aussi au niveau de l'expérience, c'est que parfois il avait une perception que émotionnelle de ce qu'il voyait, et il n'avait pas la possibilité de dire objectivement c'est cette chose-là ou celle-ci que j'ai vue. Et il y a, je crois, un cas, j'essaie de me souvenir parce qu'il y en a plusieurs, mais Nicolas rapporte en fait qu'il avait l'impression de quelque chose qui le retenait prisonnier, et qui était susceptible en fait de l'agresser, et qui perdait une liberté de mouvement en regardant cette image qui était projetée. Et en fait, au niveau du résultat, c'était une araignée en fait qui avait été projetée. Et donc, c'est un peu comme si, alors qu'il était hors de son corps, il n'avait qu'une partie de ses facultés qui étaient présentes, qui étaient les facultés de ressenti, mais pas de perception objective. C'est-à-dire qu'il percevait ce que cette chose évoquait en lui et ce qu'elle provoquait comme émotion, mais il n'avait pas la capacité de dire voici objectivement ce qui était projeté. Et il y a eu des expériences par la suite où l'ensemble de ces facultés étaient présentes, et quand je dis l'ensemble, les mêmes facultés qu'il a habituellement en fait, dans son corps physique. C'est-à-dire à la fois avec la perception et l'impression. Là, dans l'expérience que je viens de rapporter, il avait juste que l'impression. Voilà, donc il y a tout un tas de stades en fait qui sont racontés, il y a toute une progression à la fois dans ses capacités, parce qu'au fur et à mesure des 10 années, il a réussi à maîtriser de plus en plus ses expériences. Au début, elles étaient complètement involontaires, ce qui explique peut-être les difficultés qu'il a eues à pouvoir les reproduire dans le cadre d'une expérimentation scientifique. Et puis après, il a eu vraiment des capacités exceptionnelles qui se sont démontrées. Donc je vous conseille vraiment la lecture du livre qui est très intéressant. En fait, c'est la mort du corps. Hein. Oui, pour le coup, oui. Ce que tu dis, ça ressemble à l'expérience des mystiques. Quand ils te racontent le buisson ardent, c'est une formulation de perception, c'est pas une description imagée, c'est une tentative de description d'une perception. Tous les mystiques font ça. Et ceux qui racontent aussi également, Nicolas Fraisse, quand il a son expérience, il ne se sépare pas de ce qui est vu. Il ne fait pas de séparation entre la scène et lui. Il est complètement un avec la scène, et il n'y a pas lui en tant qu'observateur dans la scène. Il y a une unité qui est assez étonnante quand il est en voyage extracorporel. Et ce que propose en conférence Sylvie Détiolaz, c'est l'existence d'une conscience universelle auquel on serait tous liés. Et elle propose l'existence d'une conscience universelle aussi, comme Jean-Jacques Charbonnier. Bon, est-ce on aère un petit peu, on fait 10 minutes de pause et on se retrouve là. Ok? Il est super.